Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2780 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 23 janvier avec des anniversaires. Et tout d'abord, le défenseur le plus cher de l'histoire du football fête son anniversaire aujourd'hui. En ce 23 janvier, c'est le défenseur croate Vardiol. Il fête aujourd'hui ses 22 ans. Il a été transféré il y a quelques mois du côté de Manchester City. Bon anniversaire à lui. Il y a également Alban Lafont, gardien français de l'équipe du FC Nantes. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Il y a aussi le légendaire Arjen Robben, ancien footballeur parce qu'il a pris sa retraite, mais ancien très grand joueur de la sélection néerlandaise ou par exemple du Bayern Munich qui fête aujourd'hui ses 40 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée hier et on commence bien sûr avec la Coupe d'Afrique des Nations. Et hier ça a été une journée totalement folle du côté de la CAN. On commence tout d'abord avec le pays organisateur, la Côte d'Ivoire qui jouait contre la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire a pris une punition, une humiliation. 4-0, c'est fou ce qui s'est passé hier. Donc voilà, 4-0 pour la Guinée équatoriale. Nsue, doublé, Gannett, buteur, Yannick, buteur également. La Côte d'Ivoire, c'est un 0, c'est une bulle, c'est rien du tout. Ils n'ont rien montré hier. Et donc, pourtant, ils ont quand même regardé, quand même dominé. Ils ont quand même, dominé avec la possession, 68% de possession de balle, 22 tirs quand même pour la Côte d'Ivoire, seulement 3 tirs cadrés. C'est impossible, c'est pas que c'est impossible parce que si ça a été possible, mais c'est pas possible en gros d'avoir si peu de précision sur les cages adverses. Il y a eu quand même 19 tirs hors cadre. Et voilà, la Guinée équatoriale, eux, ultra efficace. 10 tirs, il n'y a pas besoin de beaucoup de frappes, il n'y a pas besoin de beaucoup de possession. Eux, c'est 7 tirs cadrés pour 4 buts marqués. Voilà, 4-0 pour la Guinée équatoriale. Qui l'aurait cru? Je pense personne. Donc la gifle, parce que quand même la Côte d'Ivoire, depuis le début de la CAN, je dis comme c'est déjà le pays qui organise cette compétition et c'est une équipe qui peut gagner cette compète. Puis là, ils ont pris quand même un 4-0 à domicile. Donc voilà. Concernant la suite, pour l'instant, officiellement, ils ne sont pas encore éliminés parce qu'ils peuvent encore finir meilleur troisième. Mais voilà, ça va être très compliqué, on verra. Et tout d'abord, le coach, qu'est-ce qu'il en a passé de ce match Donc Jean-Louis Gasset qualifie la claque reçue par la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale de scénario limite cauchemar. Il a dit: quand je vois les joueurs dans le vestiaire en train de pleurer, ça me fait mal, on a tenté, on a tout donné. Je pense, quand vous avez vu un scénario comme ça, limite cauchemar, il n'y a pas grand-chose à dire ni à faire. Donc il ne comprend pas en gros ce qui s'est passé hier. C'est un jour off, en gros, on peut dire, pour cette équipe ivoirienne. Et la Côte d'Ivoire n'avait plus encaissé 4 buts en CAN depuis 2008 contre le Ghana. Voilà, donc en plus c'est chez eux, il y avait tout le public qui était derrière eux, puis ils en ont pris 4 à domicile dans un match où il fallait absolument qu'ils s'imposent pour se qualifier. Et c'est la première fois depuis 1984 qu'un pays hôte de la CAN perd 2 matchs en phase de poule. C'est vrai que sur leurs 3 matchs, ils ont gagné le premier, mais ils ont perdu les 2 qu'on suivi. Et là, c'est ça le gros futur pour eux. Et en 84, c'était déjà la Côte d'Ivoire qui avait fait cette triste stat, les gars, en perdant 2 matchs sur les 3 matchs de poule qu'ils organisaient. Parce qu'en 84, ils avaient également organisé cette CAN. Ça fait quand même plus de quasiment 40 ans qu'ils attendaient d'organiser cette compétition. Et là, ils sont en train de flopper totalement. Cette équipe ivoirienne, regardez Serge Aurier, les gars, après la défaite 4-0, il est complètement dégoûté, dépité, on peut le comprendre. La même chose pour les joueurs. Pourtant, il y a quand même des grands noms du côté de cette équipe ivoirienne. Mais voilà, on ne comprend pas ce qui s'est passé quand on pense. Les gars, en plus, je parle encore de ce joueur hier, avant le match. Je ne connaissais pas encore le résultat. Wilfried Zaha, joueur du Galatasaray, qui marche sur l'eau actuellement. Il marque plein de buts, tout ça. Pourquoi il n'a pas été convoqué? C'est vrai qu'on pense qu'il aura pu apporter beaucoup, bien sûr, à cette équipe ivoirienne. Ça a été la grosse surprise quand on avait vu l'annonce du groupe que Zaha n'était pas là. Je pense qu'il aurait beaucoup aidé cette sélection. Regardez Drogba, les gars, ça me fait limite de la peine de voir Drogba. Regardez, il a le regard dans le vide, il pense à rien. Il se dit, qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement. Et les éléphants ont dû être escortés par la sécurité pour quitter le terrain après leur humiliation à domicile. Plusieurs supporters voulaient entrer sur la pelouse pour en découdre, parce que pour les supporters, bien sûr, c'est à domicile cette CAN pour eux. Et c'est pas du tout passé. Un 4-0, ils ont pris à domicile. Donc les supporters, bien sûr, ont sifflé, ont hué. Il y en a même qui voulaient rentrer sur le terrain pour aller s'expliquer avec les joueurs qu'est-ce qui s'est passé. Il y en a, regardez, donc c'est Brut Afrique. Donc c'est un média en gros qui interviewait les supporters. Donc j'ai regardé un petit peu. Tout le monde était dégoûté. C'était le chaos total. Donc voilà, c'est fou. Et les bus de la Côte d'Ivoire et de la Guinée équatoriale sont bloqués. Ils n'ont toujours pas pu quitter le stade selon les informations de Canal Plus Afrique. La sécurité des joueurs n'est pas assurée. Donc ça, c'était au moins 3 heures après le match. Donc il y avait plein de supporters qui étaient devant le stade. En gros, ils attendaient pas les joueurs de la Guinée équatoriale parce qu'ils ont fait leur match, mais plutôt
les joueurs de la Côte d'Ivoire pour qu'ils rendent des comptes du match qu'ils ont fait, de cette piètre prestation qu'ils ont fait hier. Et à souligner les gars quand même, on va quand même, bon, parce qu'on a parlé de la Côte d'Ivoire qui a floppé, mais il faut noter aussi que la Guinée équatoriale a été énorme et c'est officiel, hein, pour eux ils sont qualifiés et finit même première du groupe, hein. Félicitations à cette équipe. Pourtant il y a quand même l'Égypte, il y a la Côte d'Ivoire, donc on les voyait plutôt finir 3e ou 4e, ils finissent à la première position. Félicitations à cette équipe, hein, sur les 3 matchs, mais ils ont gagné 2 matchs, hein, donc contre la Côte d'Ivoire, donc là c'est marqué 3-0, c'est bien 4-0, 4-2 contre la Guinée-Bissau, ils avaient fait un partout lors du premier match contre le Nigeria. Et cette équipe, hein, de la Guinée équatoriale est actuellement quand même sur une série de 14 matchs d'affilée sans perdre. Donc voilà, c'est quand même une très belle équipe, hein. Donc depuis 2 ans, ils ont battu des grosses nations comme la Côte d'Ivoire, l'Algérie ou même la Tunisie. Donc voilà, c'est quand même une sacrée sélection, hein. Et la Guinée équatoriale, c'est pas que sur cette CAN, les gars, qu'ils ont vraiment fait une grosse compétition. Par exemple, en 2021, ils avaient éliminé le Mali en 8e de finale de la CAN au tir au but. Et en 2021, ils avaient aussi éliminé l'Algérie de la CAN en phase de groupe. Donc voilà, concernant cette équipe, les gars, c'est pas une petite équipe, hein. C'est vraiment une équipe redoutable, hein, du côté de cette compétition. Et le meilleur joueur du match, les gars, c'est Rezus Owono, qui a été élu homme du match de ce Guinée équatoriale Côte d'Ivoire, où il y a eu 4-0 pour son équipe, hein. Et on va parler aussi de ce joueur, parce que ce joueur, les gars, est en train de faire une magnifique CAN. Donc il a 34 ans, c'est Emilio Nsue. Donc il a marqué encore un doublé hier contre la Côte d'Ivoire. Il a marqué un triplé lors du match avant, donc il est déjà à 5 buts en 3 matchs. Donc le premier match contre le Niger, il n'avait pas marqué. Donc ce joueur quand même évolue en D3 espagnol, hein. Donc ouais, il est quand même à 5 buts dans cette CAN. C'est lui actuellement le meilleur buteur de cette compétition. Voilà, donc 3 buts contre la Guinée-Bissau, 2 buts contre la Côte d'Ivoire. Actuel meilleur buteur de la compétition, même s'il a 34 ans, je pense qu'il peut intéresser pas mal d'équipes, parce que joue en D3 espagnol. Je pense qu'il aura le niveau déjà pour jouer peut-être, pourquoi pas, en D2 espagnol, ou même dans une première division à l'étranger, peu importe. Mais voilà, hein, donc un nom que je pense que personne connaissait. Et voilà, vraiment, lumière sur ce joueur, les gars, qui est en train de faire un très gros début de compétition. L'autre match dans la même poule que la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire, c'était la Guinée-Bissau contre le Nigeria. Et c'est le Nigeria qui s'est imposé un but contre son camp. Sogante a marqué malheureusement contre son camp. Et du coup, le Nigeria s'impose 1-0 dans cette rencontre. Donc les statistiques du match. Donc le Nigeria, les gars, ils ont rien montré, hein. La Guinée a même plus montré. 12 tirs, 5 tirs cadrés pour la Guinée-Bissau. Nigeria, les gars, c'est seulement une frappe cadrée, hein. En plus, le but, bon, ça n'a même pas marqué parce que c'est un but contre son camp. Donc voilà, il s'en sort très très bien. Le Nigeria, quand on sait quand même l'attaque, hein, ils ont, et faire seulement une frappe cadrée, là aussi, hein, c'est très inquiétant quand même pour cette équipe. Mais bon, ils se qualifient, et eux, bien sûr, c'est très important. Et le meilleur joueur du match, les gars, c'est le Nantais. On le connaît tous en Ligue 1, bien sûr, hein. Donc c'est Moss Simon, il fait pas du tout son anniversaire, c'est plutôt le meilleur joueur, voilà, de cette rencontre, hein. Félicitations à lui. Et c'est vrai que le Nigeria se qualifie, mais comme j'ai dit, les gars, c'est très brouillon dans le secteur offensif, hein. Donc ils ont marqué un but dans le jeu ouvert, voilà, un but normal. Ils ont marqué un penalty et un but contre son camp. Et avec ces 3 buts-là, ils sont qualifiés. Il aura fallu seulement 3 buts, hein, pour se qualifier pour les 8e de finale. Et du coup, le classement final de ce groupe A, donc la Guinée équatoriale, je veux dire, en tête 7 points devant le Nigeria, parce que la Guinée équatoriale, meilleure différence de but, hein, plus 6, plus 2 pour le Nigeria. Et la Côte d'Ivoire, 3e, 3 points. Mais surtout, la goal average, moins 3 buts. Et donc là, c'est peut-être ça qui peut jouer, parce qu'oubliez pas que c'est les 4 meilleurs 3e qui seront qualifiés. Il y a 6 poules en tout, et les 4 meilleurs 3e seront qualifiés pour les 8e. Donc pour l'instant, je vais vous montrer après la liste des équipes qui seraient qualifiées en tant que 3e. Donc pour l'instant, on ne sait pas si la Côte d'Ivoire sera qualifiée ou non. On va parler d'un autre match aussi, mais là un match également totalement fou. Donc c'était entre la Mozambique et le Ghana. Et un scénario de malade. Donc Jordan Ayew pourtant avait fait le taf, hein, du côté du Ghana. Il menait 2-0, 90e minute de jeu, tranquille, hein. Alors, le Ghana allait s'imposer et surtout se qualifier. Pas du tout. La Mozambique, les gars, 90 plus 1 minute. Donc ils reprennent l'espoir, 1-2. Et Renildo, les gars, 2-2. Voilà, il a égalisé à la 94e minute. L'ancien joueur de Lille, ou même de l'Atlético, enfin il joue actuellement à l'Atlético Madrid. 2-2, ils ont marqué 2 buts en 3 minutes dans le temps additionnel à cette équipe de la Mozambique. Voilà, c'est une catastrophe, surtout pour le Ghana qui est aussi une grosse équipe. Ils sont fait accrocher par la Mozambique. Donc voici les statistiques. Donc les tirs cadrés sont pareils, hein, 4 tirs cadrés pour les deux équipes. Et on va dire le nul est plutôt logique. Mais bon, le Ghana à la 90e, quand tu mènes de 2 buts d'avance, tu canasses, hein, t'envoies les ballons en touche, tu restes par terre, tu essaies de gagner le chrono, voilà tout ça, non, ils sont fait revenir, c'est le foot, les gars, c'est pour ça que c'est le plus beau sport au monde, tout simplement. Donc désillusion, hein, parce que du côté du Ghana, c'est une catastrophe, tout simplement.
Donc la désillusion, j'ai dit, hein, 1-2, 2-2. Les coéquipiers de Mohamed Kudus terminent finalement 3e avec 2 points et sont éliminés. Bon, pas encore officiellement, mais à 99%, ils sont éliminés. Hein, donc voilà, c'est une catastrophe. Un nul, peut-être ils auraient été qualifiés avec meilleur 3e, mais là, avec 2 points en étant 3e, ça sent très mauvais. Hein. Pour le Ghana, c'est fou encore ce qui s'est passé hier. Donc bien sûr, les joueurs étaient totalement dégoûtés. Hein, regardez, on peut voir Jordan Ayew. Pourtant, il a marqué le doublé, le capitaine, un légende, hein, bien sûr, du côté du Ghana. Ça n'a pas suffi parce que sa défense n'a pas pu tenir tout simplement ce résultat. Et Mohamed Kudus, il a dit: je n'ai plus de mots, je ne sais plus quoi dire. Merci aux fans pour leur soutien. Donc à Mohamed Kudus, ému après avoir été nommé homme du match. Hein, c'est vrai qu'il a reçu le prix du homme du match, malgré le fait que le Ghana ait encaissé 2 buts dans le temps additionnel. Hein, donc lui s'en fiche, hein, bien sûr, de recevoir le prix du homme du match. Il aurait préféré largement que son équipe s'impose et se qualifie, bien sûr, et ne pas recevoir ce prix d'homme du match. Hein. Et suite au match nul du Ghana face à la Mozambique, les joueurs ghanéens se sont fait huer, sifflés par leurs journalistes, enfin par les journalistes de leur pays, hein, qui ne veulent pas leur parler. Donc c'était fou. Donc là, les joueurs allaient dans le bus et il y avait les journalistes qui les sifflaient, tout ça. Donc voilà, parce que c'est pas du tout passé également, bien sûr. Hein, on va dire ce match nul, hein, parce que c'est comme une défaite en gros, hein, ce qu'a fait le Ghana hier. Et le Cap-Vert contre l'Égypte, donc là aussi une fin de match, mais les fins de match, les gars, c'est fou. Hein. Donc il y avait un partout. Donc l'Égypte mène 2-1 à la 93e minute de jeu et le Cap-Vert 90 plus 9 minutes de temps additionnel. Ils égalisent. Donc voilà, 2 partout entre ces deux équipes à le même score, hein, sur les 2 matchs qui se sont joués en même temps dans la même poule. Donc l'Égypte a quand même dominé. Bon, j'ai pas vu le match, mais voilà, 26 tirs, 7 tirs cadrés. On peut voir que là, il y a eu beaucoup moins de tirs cadrés. Mais bon, partage des points entre ces deux nations. Bon, ça fait l'affaire du Cap-Vert. De toute façon, le Cap-Vert, on savait déjà, même s'ils perdaient, ils étaient sûrs d'être premiers. Donc on les font nuls. Donc ils sont sûrs d'être premiers. Mais l'Égypte, hein, vu qu'en gros, le Ghana, parce que le Ghana, s'ils auraient gagné, ils auraient tenu ce 2-0. Ils auraient été 2e et l'Égypte aurait été 3e. On aurait vu s'ils auraient été meilleurs 3e ou non. Et vu que l'Égypte a fait nul et le Ghana surtout a fait nul, l'Égypte est 2e et du coup est qualifié. C'est fou. Hein. Donc les Pharaons continuent l'aventure, surtout grâce au Ghana qui a floppé en fin de match. Hein, qu'on a parlé tout à l'heure, ils ont pris 2 buts dans le temps additionnel. Hein, c'est fou. Je dis les gars, il s'est passé des trucs de fou hier. Donc l'Égypte se qualifie en 8e, hein, sans avoir remporté le moindre match. Ils ont fait 3 matchs nuls, que des 2 partout. Voilà, ils sont abonnés aux 2 partout. Hein, si vous faites des paris sportifs, mettez 2 partout sur l'Égypte, c'est tout le temps ça. Voilà, donc ils prennent des buts, mais ils en marquent, hein, cette équipe égyptienne à la détresse de Salah. Donc Salah n'a pas joué, je le dis, il est blessé. On peut voir bien sûr quand il savait que son équipe, en plus le Ghana menait 2-0 parce qu'il savait le résultat dans l'autre match. Puis son équipe est en train de perdre, donc ça allait pas. Puis après, bon, il a vu à la fin, bien sûr, que c'était la qualification. Il était très heureux, bien sûr, Mohamed Salah, on peut voir. Même s'il ne pourra pas jouer, hein, potentiellement les 8e pourraient revenir seulement pour la finale, hein, parce que l'agent de Mohamed Salah annonce que l'Égyptien sera absent 21-28 jours. Donc voilà, ça va être très compliqué de le voir, bien sûr, pour les 8e. Et que la blessure est plus grave que nous le pensions. L'ailier de Liverpool va suivre une rééducation intensive pour tenter de faire son retour avec l'Égypte avant la fin de la CAN. Donc déjà, il faut que si l'Égypte va en finale, là, il va essayer de jouer la finale. Il faut bien sûr aussi que l'Égypte aille en finale. Hein. Sinon, on le verra certainement pas jouer à cette compétition. Mohamed, enfin, on l'a vu en premier match, mais il s'est blessé, malheureusement. On va parler du Cap-Vert. Hein. Le Cap-Vert, comme c'est incroyable ce qu'ils ont réalisé. Hein. Donc, 3 matchs, donc 2 victoires et un nul contre l'Égypte. Hein. En plus, ils étaient sûrs déjà d'être premiers avant le dernier match. Hein. Comme j'ai dit, contre l'Égypte, même si ça aurait été un nul, enfin, même si ça aurait été une défaite, ils auraient été sûrs d'être à la première position. Donc, sacrée équipe, hein, bien sûr, cette sélection du Cap-Vert. Du coup, le classement final de ce groupe B, donc le Cap-Vert. Regardez comment c'est serré. Donc l'Égypte, 3 points vraiment in extremis. À le Ghana, ils auraient gagné. Donc tu leur as rajouté 2 points en plus. Tu leur montes à 4 points. Donc ils auraient fini 2e. Et ils auraient été qualifiés. Hein, s'ils ne se seraient pas fait revenir dans le temps additionnel. Pour ça qu'on peut comprendre qu'ils sont complètement dégoûtés. Donc du coup le Ghana finit 3e avec 2 points. N'oubliez pas, c'est les meilleurs 3e. Hein, donc regardez, voilà, tiens, ça c'est parfait les gars. Ce tableau là, donc là on peut voir 6 équipes actuellement, c'est les 3e de poule. On peut voir par exemple de la Namibie où c'est marqué 1, c'est les matchs restants. Donc 1 Côte d'Ivoire, mais il n'y a plus de match, hein, ils ont joué leurs 3 matchs. Et les points, donc en gros sur les 6 équipes là, 4 seront qualifiés et 2 passeront la trappe. Donc pour l'instant, la Côte d'Ivoire pour l'instant ça passe et surtout ils peuvent remercier le Ghana qui a floppé parce que du coup le Ghana, ils ont grillé une cartouche. Hein. Voilà, donc pour l'instant, bon, le Cameroun, les gars, ils sont derniers là. Et si le Cameroun gagne, par exemple, ils auront 4 points lors du dernier match. Donc ils seront plus, ils passeront devant. Donc ça fera une équipe là qui descendra. Donc voilà, en gros, ce sera 4 équipes qui se sauveront en tant que 3e. Hein, donc il faut avoir le plus de points. Puis après, déjà il faut avoir au moins 3 points. Voilà, quand tu as 2 points, ça va être compliqué. Et surtout après le goal average qui est très important.
Donc voilà, on saura bien sûr les qualifier quand toutes les rencontres encore seront disputées parce qu'il reste encore des matchs. Et du coup, vu qu'il y a des équipes, on sait qu'elles sont déjà éliminées, tout ça, il y a des équipes, on sait déjà qu'elles sont qualifiées, comme le Maroc. Avec les résultats d'hier, le Maroc est officiellement qualifié pour le 8e de finale. Donc les Marocains sont sûrs de terminer, au pire des cas, parmi les meilleurs 3e parce qu'ils ont 4 points. Donc si tu as 4 points en tant que 3e, tu es déjà devant les autres qui ont 3 points, la Namibie. Donc voilà, le Maroc est sûr. Donc au pire des cas, ils finissent à la 3e position. Au meilleur des cas, ils finissent premier. Le Maroc, il leur reste un match. Donc voilà. La même chose, les gars, pour le Mali, désolé. Ils sont sûrs aussi d'être qualifiés, le Mali. La même chose pour le Burkina Faso. Ils sont sûrs d'être qualifiés. La même chose pour le Angola. La même chose pour, j'ai dit Burkina Faso. La même chose aussi pour la Guinée, les gars. Elle est sûre d'être qualifiée. Peu importe, ils seront sûrs. Même 3e, ils finiront meilleur 3e. Donc voilà. Concernant toutes ces équipes, voilà, qualifié on peut dire. Le programme aujourd'hui, donc 4 rencontres. Donc voilà, 18h, donc la Gambie contre le Cameroun, Guinée, Sénégal et Angola, Burkina Faso. Et ce soir, la Mauritanie contre l'Algérie. Donc on annonce encore une grosse journée, bien sûr. Football, et tiens, un match, les gars, Guinée, Sénégal. Et Aliou Cissé, il a dit, le match face à la Guinée, ça sera pas du ami, même si les deux nations sont déjà qualifiées. C'est un derby, il n'y aura rien d'un match amical. Donc même si les deux équipes ont déjà leur ticket pour les 8e, ça va être vraiment la bataille tout simplement sur le terrain tout à l'heure à 18h. On va parler aussi de l'équipe guinéenne et lors du dernier match qu'ils ont fait, ils avaient gagné et en gros on a pris des drames, donc plusieurs personnes sont mortes et d'autres ont été blessées lors de la célébration de la victoire guinéenne face à la Gambie lors de la CAN, c'était il y a quelques jours. L'essentiel de ces décès et blessures serait survenu sur la route suite à des rodéos en moto ou des excès de vitesse en voiture. Donc il y avait beaucoup de parades du côté de la Guinée, des personnes qui ont fêté la victoire et il y en a en gros qui ont fait des accidents et il y a des personnes qui sont décédées. Donc voilà, c'est très triste, surtout dans la joie on peut dire parce que c'était quand même une victoire et d'apprendre des drames comme ça. C'est très triste. Belmadi, les gars, prend à nouveau la défense de Riyad Mahrez. Il a dit: je veux que personne n'oublie ce que Riyad est capable de faire. Je suis d'accord, les 2 derniers matchs n'étaient pas ses meilleurs avec l'équipe nationale, mais ne le tuez pas trop vite. Il y a 2 mois, il était champion d'Europe avec l'équipe de Manchester City. Bien sûr, bon, c'était pas il y a 2 mois, c'était il y a quelques mois, 6 mois à peu près, mais bon, voilà, on comprend bien sûr ce qu'il veut dire. Jamel Belmadi, n'oubliez pas que l'Algérie joue tout à l'heure, ce soir, à 21h contre la Mauritanie. Victoire obligatoire pour être sûr d'être qualifié. Voilà, pour pas être inquiet par rapport à l'autre résultat. Si l'Algérie gagne ce soir, ils auront leur ticket pour les 8e de finale. Regardez aussi ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que je le vois, donc parce que je l'avais toujours pas vu dans le tableau, les parties droite, partie gauche. Donc voilà, par exemple, on peut voir que le Cap-Vert dans la partie gauche, donc ça peut faire potentiellement un Cap-Vert Maroc, les gars, si les deux équipes s'imposent lors du 8e. On peut voir que le Nigeria aussi dans la partie du Maroc, et de l'autre côté on peut voir aussi les équipes comme le Sénégal, donc le Sénégal ne pourra pas affronter le Maroc que avant la finale, si bien sûr les deux équipes s'imposent lors des matchs d'élimination directe. Donc voilà, l'Égypte est aussi dans la partie droite du tableau, donc voilà, il sera complété un peu plus aujourd'hui avec les rencontres du jour. Et toujours avec cette CAN, avec on en a parlé beaucoup, vu que voilà, c'était quand même la grosse journée CAN, puis vu surtout ce qui s'est passé hier, il y a pas mal de choses à dire. Et après 2 journées, donc là c'est les buts avant les rencontres hier. On met pas, en plus il y a eu beaucoup de buts, on a vu, il y a eu déjà 2 fois 2-2 hier, tout ça. Mais avant ces matchs-là, après 2 journées, parce que là hier c'était la 3e journée en gros, et on peut voir qu'il y a beaucoup plus de buts que lors des 2 dernières CAN. 67 buts après 2 journées, alors que la CAN 2021 il y avait 41 buts et en 2019 il y avait 43 buts et là 67. Et en plus il y en a eu encore beaucoup qui ont été inscrits hier. Donc voilà, beaucoup prolifique, vraiment en plus je crois que pour l'instant il n'y a toujours pas eu de 0-0 depuis ce début de Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire, j'ai été vraiment très complet sur tout ce qui s'est passé hier. On va parler aussi de la Coupe d'Asie. Donc le Qatar joue contre la Chine, victoire 1-0 du Qatar. Donc parfait pour eux. Donc je crois qu'ils ont gagné leurs 3 matchs de poule. Donc ils se qualifient bien sûr logiquement pour la suite. Le Tadjikistan contre le Liban. Et c'est le Tadjikistan qui s'est imposé de 1. Notez qu'ils ont marqué le 2e but inscrit à la 92e minute de jeu. Ils perdaient même 1-0 à la 79e. Ils ont gagné le match de 1. Donc félicitations à eux. Ils sont classés à plus de 106e. Je crois en plus j'ai vu l'info. 106e au classement FIFA. Donc félicitations à cette équipe qui se qualifie. On peut voir voilà le Qatar, j'ai dit 3 matchs, 3 victoires qualifiées. Mais là donc c'était les derniers matchs de poule. Après on va passer au match élimination directe. Donc Tadjikistan 2e. Qualifié pour les 8e de finale et la Chine 2 points. Donc là aussi on verra parce que là c'est un peu le même système que la CAN. Les meilleurs 3e seront qualifiés. Le programme aujourd'hui, donc Australie, Ouzbékistan et Syrie, Inde à 12h30. Ces 4 équipes sont dans la même poule, donc les matchs se jouent en même temps. Et Hong Kong, Palestine et Iran, Émirats Arabes Unis à 16h aujourd'hui. Donc voilà, on parlera également de ces résultats demain.
On revient nous en Europe, on va parler... non, c'était même pas en Europe ce match, c'était plutôt en Arabie Saoudite, c'était à Riyad, parce que c'était la Super Coupe italienne entre Naples et l'Inter Milan, et c'est l'Inter Milan qui gagne cette Super Coupe d'Italie. Donc une victoire 1-0, regardez le buteur, c'est Martinez, mais regardez la minute, 91e minute de jeu. Donc voilà, malheureusement pour Naples, ils n'ont pas pu réagir. Après Naples, les gars, ils ont pris un rouge, Simone, il a pris un rouge à la 60e minute de jeu, donc ils ont joué les 30 dernières minutes avec un joueur en moins. Donc Inter gagne cette super coupe. Bon, logiquement, regardez, 65% de possession de balle, 22 tirs, 6 tirs cadrés et une victoire 1-0 et surtout la super coupe gagnée. Ils ont remporté les 3 dernières éditions 2024, 2023, 2022. C'est l'Inter Milan qui a remporté cette super coupe d'Italie. Donc c'est leur 8e super coupe d'Italie de leur histoire. Il y a seulement une équipe qui fait mieux, c'est la Juventus qu'on a remporté 9 de super coupe d'Italie. Donc voilà, félicitations à cette équipe de l'Inter. Grosse équipe les gars, l'Inter. N'oubliez pas que la saison dernière, ils ont atteint la finale de la Ligue des Champions. Voilà, redoutable équipe. Puis voilà, ils commencent cette année magnifiquement bien. Avec déjà un trophée. Pour eux, on peut avoir Lautaro Martinez, le capitaine, le buteur du match. Et c'est lui qui a levé le premier, bien sûr, ce très beau trophée. Donc voilà, Lautaro Martinez, de nouveau buteur. Et ses stats, sont quand même... je crois qu'il est en train de faire la meilleure saison de sa carrière en termes de chiffres. 26 matchs, 21 buts et 4 passes D. Toutes compétitions confondues depuis août. C'est très très costaud. Lautaro Martinez. On va parler d'Alexis Sanchez. Donc du coup, avec ce nouveau trophée, il a remporté quand même hier son 18e trophée collectif en carrière. Donc partout il est passé au Barça, à l'Inter, Arsenal, à Colo-Colo, en sélection du Chili, à River Plate, sacré palmarès. C'est peut-être qu'à Marseille il n'a pas remporté de trophée malheureusement, parce qu'on sait qu'il avait joué la saison dernière, ça a été une saison blanche, mais sinon partout il est passé, il a gagné quelque chose. Alexis Sanchez. Benjamin Pavard lui aussi, nouveau trophée, il a déjà remporté beaucoup au Bayern, tout ça maintenant, du côté de cette équipe de l'Inter. Félicitations aux défenseurs français. Et on va parler de Simone Inzaghi, donc il vient de remporter sa 5e super coupe italienne. Personne ne fait mieux en Italie parce qu'il a remporté les 3 avec l'Inter et en 2019 et 2017 il avait remporté 2 avec l'Lazio de Rome parce que c'était l'entraîneur de cette équipe. Donc voilà, aucun entraîneur a remporté plus de super coupe italienne que Simone Inzaghi. On continue les gars, on va parler d'un match de Liga hier entre la Grenade et l'Atlético Madrid et c'est l'Atlético Madrid qui s'est imposé 1-0. Morata buteur sur une passe D bien sûr de Antoine Griezmann. Donc les statistiques de la partie, donc félicitations à l'Atlético qui s'impose, une victoire très importante bien sûr pour rester au contact du Barça, de Gérone et du Real Madrid. Et Griezmann donc passeur, j'ai dit pour le but de Morata, donc sa 4e passe D de la saison en championnat, donc ses stats en Liga. C'est 11 buts, 4 passes D, donc décisif sur 15 buts cette saison en Liga. Grosse saison bien sûr pour Antoine Griezmann. Et si on cumule toutes compétitions confondues, parce que là c'est seulement dans le championnat espagnol, mais si on rajoute la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, tout ça, mais il monte son total à 18 buts et 6 passes D. Antoine Griezmann et Morata, donc lui c'est 20 buts et 3 passes D. Alors, on peut voir les deux joueurs sont très performants. C'est le duo en aura. Peut-être le meilleur duo actuellement en Europe, le duo Morata-Griezmann. Et du coup avec cette victoire, l'Atlético recolle au FC Barcelone. Enfin recolle, ils ont quand même 3 points de retard. Le Barça 44 points. L'Atlético a 41 points, voilà, après cette victoire bien sûr des Colchoneros, mais toujours loin, 41, et là le Real Madrid a 51 points, ils ont quand même 10 points de retard avec le même nombre de matchs joués, cette équipe de l'Atlético. On revient nous en France les gars, on va parler très rapidement du National. Il y avait 2 rencontres hier. Martigues s'impose à Versailles 1-0 grâce à un but de Karim Tlili et monte à la 2e place du National. Félicitations à cette équipe de Martigues. Et Dijon-Le Mans, ça se jouait également hier en 3e division française, ça s'est fini 1 partout, donc on peut voir le classement toujours dominé par Red Star Martigues qui s'est imposé et Villefranche la 3e position. Aujourd'hui les gars, il y a une journée de Ligue 2. Voici toutes les rencontres à 20h45 ce soir. Donc je sais pas, Bordeaux reçoit l'équipe de Valenciennes. L'équipe de l'AG Auxerre, actuellement leader, se déplace du côté de Grenoble. Ou par exemple, Saint-Etienne ira défier ce soir plutôt l'équipe de Pau FC. Du côté de la Première Ligue, il y avait une rencontre hier. Brighton contre Wolverhampton 0-0. Pas grand chose à dire. Voilà pour cette 21e journée de PL. Donc Brighton reste 7e et Wolverhampton reste à la 11e position. Du côté de la Championship, c'était un gros choc. Leicester premier, joue contre Ipswich, 2e. Un partout entre ces deux équipes. Il y avait déjà eu un partout au match aller. Donc voici les statistiques. Donc voilà, Leicester reste en première position. Ipswich reste 2e. Donc Leicester 66, 59 pour Ipswich. N'oubliez pas, c'est les 2 premiers qui montent directement. Donc ça peut peut-être être ces 2 équipes-là. Et après, il y aura un système de play-off. Voilà, pour savoir. Regardez Leeds qui était aussi en première ligue la saison dernière. Bien parti aussi pour monter. Southampton aussi bien parti pour remonter. On verra bien sûr. Parce que là, on est seulement à la 28e. Il y a 24 équipes en tout. Bien sûr, c'est très loin.
hein, ce championnat de Championship. On va parler de l'Inter Miami après le 0-0 contre Salvador il y a quelques jours. Ils ont joué leur deuxième match amical et défaite pour l'équipe de l'Inter Miami. Ils ont perdu 1-0 contre le FC Dallas. C'est un match de préparation. Donc pourtant il y avait Luis Suarez, il y avait Jordi Alba, il y avait Sergio Busquets, il y a les 4 anciens joueurs du Barça avec Messi. Ils ont tous commencé titulaires mais ils n'ont pas gagné. Voilà une petite photo de Léo Messi et juste une photo où il a failli marquer un coup franc, un corner direct. Léo Messi c'est pas ça rien mais voilà, son équipe s'est inclinée 1-0. Bon, c'est un match amical, c'est un match de préparation. On continue les gars, regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe, le Grand Prix de Monaco, parce que Monaco, grosse info les gars, il pourrait être vendu. Donc le milliardaire russe Dimitri Ribolovlev est officiellement prêt à vendre les 66% de parts de l'AS Monaco qu'il détient depuis 2011. Reste à savoir combien vaut ce club atypique, si prestigieux mais difficile à rentabiliser, cette équipe monégasque. Donc voilà, Monaco pourrait changer de pavillon, parce que là ils sont sous pavillon russe, parce qu'actuellement le propriétaire c'est un propriétaire russe, mais pourrait, je sais pas, peut-être vendu au Qatar, à l'Arabie Saoudite, peut-être à un groupe américain, on ne sait pas, mais voilà, Monaco est à vendre. Voilà, donc je ne sais pas combien ça coûte actuellement cette équipe de l'AS Monaco. Tiens, en parlant toujours de l'AS Monaco, on peut voir leur futur match de Coupe de France. C'est prévu, puisque l'on peut voir tout le programme. On savait déjà les affiches, mais on ne savait pas quand elle allait jouer tout ça. Par exemple, tiens, Monaco, vu qu'on parlait d'eux, ils joueront le jeudi 8 février. Ça sera le dernier match des huitièmes de finale. Ça sera du côté de Rouen. Ça sera 20h45. Voilà, parce que tous les autres matchs, ils joueront le mercredi et un match le mardi. Sochaux-Rennes. Donc, concernant le PSG contre Brest, ça sera mercredi 7 février. Ça sera à 21h10. Ça sera sur France 3 ce match. Sinon, par exemple, Lyon contre Lille, ça sera à 18h30. Pour voir les autres affiches, quelle date c'est, quel horaire. Donc, voilà, vous avez tout par rapport à la programmation des huitièmes de finale de la Coupe de France. On va parler cette fois-ci de Juan Laporta, c'est le président du FC Barcelone et ça passe pas du tout les gars, il crie au scandale. Donc hier soir il y avait un gala on va dire de Mundo Deportivo, c'est un journal espagnol et voilà, souvent ils font tous les ans un gala, puis il est invité à Mundo Deportivo, Juan Laporta, et il est revenu sur ce qui s'est passé du côté de Madrid contre Almeria, où Almeria menait 2-0. Puis le Real Madrid peut être favorisé par l'arbitrage, donc c'est pas du tout passé du côté de Barcelone. Ce qui s'est passé hier, donc c'était avant-hier bien sûr, répond à la pression de l'arbitre qui a été exercée tout au long de la saison par le Real Madrid. Il a dit ce qui s'est passé avant-hier au Bernabéu avec la VAR, c'est honteux parce que ça fait pas du tout les affaires bien sûr du Barça, parce que le Real Madrid aurait pu perdre des points contre le dernier du classement. Il a dit le jour où nous aurions pu réduire l'écart de points en Liga avec le Real Madrid, parce que le Real Madrid perdait 2-0, donc ils ont failli perdre le match, et le Barça veut gagner, donc ils auraient pu réduire bien sûr de 3 points, et la VAR l'a empêché. Donc voilà, du côté de Barcelone, c'est pas du tout passé, cri au scandale, par exemple ça, voilà, par rapport à Vini où on ne sait pas s'il a marqué de la main ou de l'épaule, donc moi je trouve que c'est plutôt de l'épaule, il peut marquer de l'épaule. Mais voilà, du côté de Barcelone, ça passe pas du tout. Et la même chose, les gars, le président de Girona. Girona, on sait qu'actuellement aussi, même devant le Real Madrid, mais bon, avec un match de plus, mais aussi, c'est pas du tout passé. Il était aussi, regardez, sur le truc Mundo Deportivo. Tout le monde a vu ce qui s'est passé hier au Bernabéu. Quand il dit hier, c'était hier soir la cérémonie, donc c'était hier dimanche. Évidemment, chacun tirera ses propres conclusions de ce qui s'est passé. Donc voilà, chacun pensera de ce qui s'est passé. Donc là, en gros, parce qu'il ne peut pas le dire directement, parce qu'il pourrait vraiment avoir des sanctions, mais il dit en gros que les arbitres ont totalement favorisé le Real Madrid pour essayer de les faire revenir dans le match et qu'ils ne perdent pas des points contre Almeria. Donc voilà, ça passe pas du tout du côté de Barcelone et du côté de Girona, ce qui s'est passé avec la VAR avant-hier. Et c'est vrai qu'au classement, si on regarde, donc Girona 52 points, le Real 51, le Barça 44, mais imaginez le Real Madrid aurait perdu, donc on leur enlève 3 points, donc il descendait à combien, 48 points, donc voilà, le Barça aurait été seulement à 4 points du Real Madrid, que là, le Real Madrid s'est imposé, donc il y a toujours le même nombre de points d'écart vu que les 3 équipes ont gagné. Donc c'est pour ça qu'on peut comprendre Girona et le Barça bien sûr énervés. Donc on continue avec les autres classements. Voilà, si on fait le bilan là ce 23 janvier avec les top 5 à chaque fois. Donc là Liverpool, City, Arsenal du côté de la Première Ligue avec City les gars qui a un match en retard quand même sur Liverpool parce qu'il y a quand même un petit creux. Du côté de l'Allemagne, le Bayer Leverkusen, énorme performance qu'ils ont gagné ce week-end. Et bon, ils ont pas mal de points, ils ont 7 points d'avance sur le Bayern, mais bon, Bayern Munich a un match en retard, mais même s'ils gagnent leur match en retard, ils auront toujours 4 points d'avance. Leverkusen sur le Bayern Munich de Stuttgart à la 3e position. Du côté de la Serie A, c'est la Juventus actuellement en tête avec un point d'avance sur l'Inter. Mais l'Inter a un match en retard. Ils ont joué la Super Coupe d'Italie. Ils n'ont pas pu jouer leur match de championnat. Donc voilà, là c'est très serré. Mais après, il y a des sacrés crus. On passe à 45, 3e pour Milan. Et après 34 points avec la Fiorentina, 4e. Du côté de la Ligue 1, donc le PSG commence là aussi à faire. C'est quand même commence à faire des crus un peu dans tous les championnats. Peut-être à part en Liga où c'est un peu serré. Mais là en France, bon, voilà, le PSG commence à s'envoler 8 points d'avance sur l'équipe
l'équipe de Nice. Puis après, c'est serré. N'oubliez pas, c'est les 3 premiers. Hein, on peut voir là du bleu, à chaque fois du bleu. Puis après, c'est du... Bon, parce que la saison prochaine, les 3 premiers seront qualifiés pour la Ligue des Champions. Et le 4e jouera les barrages. Donc voilà, c'est pour ça que ça va être important de terminer dans le top 3, on peut dire, de cette Ligue 1. Donc pour l'instant, Nice-Brest serait qualifié pour la future Champions League. Du côté du championnat néerlandais, donc là, c'est les 2 premiers qui se qualifient. Hein. Donc PSV Feyenoord, donc je parle en Ligue des Champions. Donc le PSV, hein, ils ont tout gagné. À part le nul, ils ont fait un nul ce week-end. Sinon, ils avaient tout gagné. Ils ont fait nul contre Utrecht. Donc c'est leur premier accro, sinon ils ont tout gagné. Donc le Feyenoord 2e, Twente 3e. Du côté du Portugal, c'est le Sporting en tête devant le Benfica, Porto et Braga. Souvent ces 4 équipes-là qui sont dans les 4 premières positions. Donc voilà, pour l'instant c'est le Sporting, la meilleure équipe. Du côté de la Turquie, c'est le Fenerbahçe en tête. C'est toujours très serré, regardez, Fenerbahçe et Galatasaray, 54 points pour les deux. Après on passe à 37 points. Hein, donc voilà, il y a un sacré... il y a quasiment 17 points de retard. Donc voilà, le titre va se jouer entre ces 2 équipes pour l'instant, ça lâche rien du tout. On a la 21e journée, il reste encore 13 journées, il y a 34, non même pas, je crois il y a 38 journées, il y a 20 équipes là-bas, donc il reste encore 17 journées hein, pour savoir qui sera le vainqueur de cette Super League turque. On continue les gars avec un petit transfert officiel, j'en ai parlé ces derniers jours, ça y est, c'est signé officiel, Thiago Diallo quitte le LOSC et s'engage à la Juventus Turin, donc défenseur portugais, bon, il a très peu joué cette saison, pourquoi? Parce qu'il n'avait plus joué depuis mars dernier, donc là tiens, ça fait 10 mois, hein, à cause d'une grave blessure au genou, il avait une rupture des ligaments croisés, terrible blessure, il a été opéré, et du coup voilà, il rejoint cette équipe de la Juve, hein, donc après 4 saisons et demie passées, hein, il rejoint la Juve, donc il a 23 ans. Donc il aura joué en tout 103 matchs du côté de l'équipe de Lille. Donc montant du transfert 3,6 millions d'euros. Donc en plus il était en fin de contrat en fin de saison. Donc soit Lille le gardait jusqu'à la fin de saison, c'était même pas sûr en plus qu'il rejoue et il quittait le club libre, ou soit le vendait là, il récupérait 3 millions. Donc ils ont préféré le vendre là logiquement et récupérer cette somme d'argent. Donc on lui souhaite bonne chance à la Juventus Turin, c'est officiel. Tiens, en parlant toujours de la Juve les gars, un jour lui pourrait quitter la Juve, c'est Mosquine, hein, aurait déjà signé à l'Atlético Madrid. L'Italien devrait arriver à Madrid mercredi ou jeudi hein, pour finaliser son transfert et tout. Il devrait remplacer Correa, lui qui devrait aller du côté de Al Ittihad, l'attaquant argentin de l'équipe de l'Atlético. Et Mosquine devrait le remplacer. Bon, il y a l'Atlético qui est très bien parti pour le signer. Une équipe vient de rentrer dans la course, c'est Leverkusen hein, qui aimerait aussi le signer, on verra. Mais bon, pour l'instant, on le voit beaucoup plus hein, du côté des Colchoneros. Concernant Karim Benzema, pour ceux qui ont suivi l'After Zap Image hier, j'ai dit que c'était la grosse info. Benzema, enfin surtout Lyon aimerait le retour de Karim Benzema et Fabrizio Romano le confirme, hein, s'il le dit, voilà, c'est que c'est vraiment fiable. Hein. Bon après, est-ce que ça va se faire, je ne sais pas. Nouvelle confirmation, Lyon un pouce pour un retour de Benzema. Depuis décembre, John Textor cherche un moyen, mais le coût du transfert est coûteux, bien sûr. Hein. Si le Français veut retourner en Europe, il devra réduire considérablement son salaire, peut-être même diviser son salaire par 12-13, parce qu'actuellement il touche plus de 100 millions d'euros par an. C'est impossible bien sûr pour Lyon de payer une somme comme ça. C'est quasiment le budget annuel du club sur un an. Donc voilà, tu peux pas lui donner bien sûr 100 millions, c'est impossible. Donc voilà, il touche plus que Mbappé quand même. Il touche quasiment 8 fois plus que ce qu'il touchait du côté du Real. Donc voilà, s'il veut revenir à Lyon, il est obligé de descendre son salaire. Et vraiment une énorme baisse de salaire. Bon, c'est pour ça qu'on verra. Maintenant c'est au joueur bien sûr de décider. Pochettino tient sur Christopher Nkunku. Nkunku n'est pas disponible, c'est dommage, il est encore en convalescence. Il a un peu souffert à la hanche, maintenant il le récupère, ce n'est pas un gros problème. Isaac Nkunku, depuis août, il a été beaucoup blessé, déjà une grande blessure. Là il est revenu il y a à peu près quelques semaines, et puis il commence de nouveau à être blessé. On lui envoie beaucoup de force, hein. C'est très compliqué actuellement la situation de Christopher Nkunku. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec aussi une autre blessure. On l'avait vu blessé, il était sorti sur civière lors du match entre Marseille et Rennes. Et on sait ce qu'il a. Donc il souffre d'une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche. Hein. Donc c'est pas rupture, ligament croisé, c'est lésion. Enfin, souffre d'une lésion. Hein. Ça va pas être 8 mois d'indisponibilité, mais voilà, il va louper pas mal de mois. Hein, donc le jeune joueur marocain Nadir, hein, voilà, donc un gros coup dur, hein, bien sûr pour lui, gros coup dur pour l'OM parce qu'il y a beaucoup de joueurs blessés actuellement, aussi beaucoup de joueurs à la CAN, donc c'est un gros problème actuellement, le manque d'effectifs on peut dire du côté de l'équipe marseillaise. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure, l'After Zap Image, les gars, j'ai encore plein d'autres infos à vous donner, ce sera tout à l'heure à 16h sur ma chaîne secondaire et sinon demain sur cette chaîne, bien sûr on se retrouve pour parler de tout ce qui va se passer aujourd'hui niveau résultat. Vous savez qu'il y a beaucoup de rencontres. Allez, moi je vous souhaite un très bon mardi et à demain.